À l'été 1988, Denise Harper, une serveuse noire de 26 ans, disparut après un service de nuit dans un petit restaurant de Chicago. On ne la revit plus jamais. Son sac à main, ses clés de voiture et même son uniforme furent abandonnés, mais personne ne fut inculpé. 25 ans plus tard, lors de travaux de rénovation dans ce même restaurant, une équipe de construction ouvrit un mur scellé et découvrit à l'intérieur le badge de Denise, un tissu taché de sang et une poignée de cheveux. Une vérité longtemps enfouie refit enfin surface. Avant de plonger, abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères réels comme celui-ci. Commentez ci-dessous d'où vous regardez et ce que vous pensez qu'ils ont réellement découvert dans ce mur. Le 12 juillet 1988 était chaud, même selon les normes de Chicago où le genre de nuit d'été moite où la chaleur s'accrochait à l'asphalte et où le bourdonnement des climatiseurs se mêlait au hurlement lointain des sirènes. Au Benson's Diner, un petit resto ouvert 24h24 niché entre un magasin de vin et spiritueux et un prêteur sur gage du Southside, l'équipe du soir touchait à sa fin. Denise Harper, 26 ans, terminait sa dernière tournée. Elle portait le même uniforme bleu clair que toutes les filles, col droit, manches festonnées, tablier blanc. Ses longues tresses étaient ramenées en chignon sous un filet à cheveux, et son collier crucifix en or se balançait légèrement à chaque tour de table. Denise travaillait chez Benson depuis près de 5 ans. Elle n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais elle avait une réputation, une mémoire vive, une attitude pragmatique et un humour pince sans rire que les habitués appréciaient. Elle gardait ses pourboires dans une enveloppe pliée, dans son tablier, et chaque soir, avant la fin de son service, elle mangeait la même chose, un croque-monsieur, sans cornichons, et un Coca-Cola cerise. Ce soir-là, elle n'a pas touché à sa nourriture. À ce moment-là, le cuisinier de service, Roy Jenkins, a prétendu que Denise était partie plus tôt parce qu'elle ne se sentait pas bien. Il a ajouté qu'elle avait pointé par l'arrière et n'était jamais revenue. Seul problème, elle n'avait pas pointé. Sa carte de pointage était restée dans la machine, son sac à main dans son casier et ses clés de voiture étaient toujours dans le tiroir de la salle de pause, exactement là où elle les gardait toujours pendant son service. Plus tard dans la matinée, le propriétaire, Vernon Benson, a fermé le restaurant en raison d'un problème de personnel imprévu. Il n'a pas appelé le numéro d'urgence de Denise, n'a pas signalé sa disparition et n'a posé aucune question à ses collègues. Au matin, Denise Harper avait disparu. La police n'était pas pressée, les disparitions d'adultes, en particulier de femmes noires, étaient généralement considérées comme des fugues ou des disparitions volontaires dans le Chicago des années 1980. Le rapport, déposé non pas par son employeur mais par sa colocataire le lendemain soir, était mince. L'enquêteur a noté que Denise avait exprimé de la fatigue au travail et qu'elle avait peut-être pris une pause dans ses responsabilités. Mais la famille de Denise savait que ce n'était pas le cas. Sa mère, Lillian, insistait sur le fait qu'il s'était passé quelque chose. Denise avait économisé pour ses études d'infirmière, elle venait de renouveler son bail, elle devait rendre visite à sa sœur ce week-end-là et elle ne laisserait jamais sa fille derrière elle. Denise avait une fille de 6 ans, Talia, qui avait passé la nuit du 12 juillet chez sa grand-mère. Le lendemain matin, Talia demanda pourquoi sa mère n'était pas rentrée. Lillian n'avait pas de réponse. La perquisition fut brève. Les policiers interrogèrent Vernon Benson et Roy Jenkins, tous deux affirmant que Denise était partie seule et n'était jamais revenue. Aucune empreinte digitale ne fut relevée, aucune chambre ne fut fouillée, personne n'ouvrit un mur. Le dossier de Denise fut classé dans les 30 jours, officiellement classé, disparu aux circonstances non criminelles. Le Southside continua sa route, le Benson's Diner resta ouvert et Denise Harper devint une autre femme noire invisible, perdue dans la marge. Les années passèrent, puis les décennies. Vernon Benson vendit l'entreprise en 2002, et la propriété changea de main 3 fois avant qu'un groupe de jeunes investisseurs ne la rachète pour la transformer en café rétro en 2013. L'enseigne lumineuse d'origine était toujours accrochée au-dessus de l'entrée, ouvert 24h24, malgré un intérieur délabré et silencieux. Les nouveaux propriétaires ont engagé une équipe de rénovation pour moderniser l'espace. Le plan était simple, abattre le mur du fond, ouvrir la cuisine, créer un bar à café et attirer les amateurs de brunch branchés dans un espace autrefois rempli de banquettes enfumées,
de toasts brûlés et de serveuses fatiguées. L'équipe arriva un mardi. Ils soulevèrent les carreaux de sol fissurés, arrachèrent le papier peint jauni et sortirent les meubles cassés et les nids de rats derrière les cabines. Puis, le troisième jour, ils atteignirent le mur derrière l'ancienne station-service, là où se trouvait l'horloge du personnel. Le contremaître, Luis Ortega, fut le premier à remarquer quelque chose d'étrange, une partie des cloisons sèches était plus récente que le reste, légèrement décolorée et repeinte plusieurs fois. Lorsqu'il frappa dessus, le son résonna creux. Ils l'ont découpé. Ils y ont découvert non seulement des câbles électriques ou de l'isolant. C'était une petite cavité scellée de la taille d'un sac de sport. À l'intérieur se trouvait un badge de serveuse bleu poussiéreux, marqué « Denise », un tablier blanc délavé, raidi par le temps et taché au milieu, une touffe de cheveux longs et bouclés, emmêlés, et un ticket de commande déchiré et barbouillé d'une légère note au stylo rouge, cabine 7, croque-monsieur, sans cornichon. Louis se figea. Il appela son supérieur, puis le propriétaire, puis la police. L'appel suivant fut adressé à Talia Harper. 25 ans plus tard, elle entendrait à nouveau le nom du « Benson S. Dîner », prononcé pour la première fois depuis des décennies, et le souvenir d'une mère partie travailler un soir et jamais rentrée lui revint avec un bruit de cloisons sèches qui s'ouvraient. Cela a révélé non seulement des preuves, mais le début d'une vérité enfouie sous le silence. Talia Harper n'a jamais cessé de chercher pas au sens littéral du terme, mais dans tous les domaines importants. Il n'y avait plus d'affiches disparues à accrocher, plus de détectives à traquer, plus de nouvelles pistes à suivre. Mais dans son esprit, l'absence de sa mère était omniprésente. On le retrouvait dans les salles d'attente des hôpitaux, où l'employé des inscriptions demandait les coordonnées d'urgence et Talia devait laisser la case « Mère » vide. Il persistait sur le visage des femmes noires âgées dans la foule, n'importe laquelle d'entre elles aurait pu être elle dans une autre vie. Il résonnait dans le silence qui suivait chaque question bien intentionnée, « Où est ta mère ?» Pour Talia, la réponse n'avait jamais été claire. Tout ce qu'elle avait, c'était des bribes, une photo pliée de Denise en uniforme de serveuse, un minuscule collier en or dont le fermoir manquait, et les histoires que sa grand-mère lui racontait le soir, qui se terminaient toujours par la même phrase, « Elle ne t'a pas quitté. Elle a été enlevée. » Talia avait 6 ans lorsque sa mère a disparu, assez grande pour se souvenir du dernier câlin, assez grande pour se souvenir de ses pleurs dans la cuisine 2 jours avant sa disparition, mais trop jeune pour comprendre pourquoi. Avec le temps, les questions ont cessé. Sa grand-mère est décédée, la maison a été vendue, la ville a changé mais le vide que Talia portait en elle est resté, à travers les familles d'accueil, sa vingtaine, tous les appartements, tous les emplois et toutes les relations ratées. Elle n'était pas seulement en deuil, elle était hantée par l'ignorance. Elle était au travail infirmière technicienne dans une clinique de soins d'urgence de Southside lorsque l'appel est arrivé. « Salut, c'est Talia Harper ?» « Oui, c'est elle. Je suis l'inspectrice Rosa Martinez de l'unité des affaires non résolues de la police de Chicago. Je sais que c'est inattendu, mais nous pensons avoir trouvé quelque chose en lien avec votre mère. » Talia faillit lâcher le téléphone. Elle sortit dans le couloir, son cœur battait si fort qu'elle crut que sa cage thoracique allait se briser. Le mot « mère » résonna à ses oreilles comme un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. « Que as-tu trouvé » demanda-t-elle, à peine capable de parler. Une équipe de construction rénovant l'ancien Benson S. Dîner a découvert un compartiment scellé derrière l'un des murs. À l'intérieur se trouvaient des objets personnels, un badge nominatif, un morceau d'uniforme et du matériel biologique. Nous sommes en train d'analyser l'ADN, mais le badge indiquait Denise. Talia s'agrippa au mur. Elle n'avait pas entendu « Benson S » depuis plus de 20 ans. « Je pensais que tu avais classé cette affaire », dit-elle doucement, presque accusatrice. « Nous l'avons fait ou plutôt, c'était considéré comme non criminel. Mais cela change la donne. » Talia quitta le travail plus tôt et prit le train pour Southside. Elle ne dit à personne ce qui se passait ni à son patron, ni à ses amis. Elle se sentait trop fragile pour le dire à voix haute. Elle n'avait pas mis les pieds dans ce quartier depuis des années. À son arrivée, le restaurant était fermé par une clôture temporaire.
Du ruban adhésif jaune de scène de crime claqué contre l'encadrement de la porte au vent. Elle vit les ouvriers du bâtiment regroupés sur le trottoir, discutant à voix basse, les mains dans les poches, comme s'ils avaient vu un fantôme. L'inspecteur Martinez la rencontra près de l'entrée principale. Martinez était plus jeune que Talia ne l'imaginait, ou peut-être la fin de la trentaine, soignée, avec le poids des mauvaises nouvelles derrière les yeux. « Je suis vraiment désolé que vous soyez ici dans ces circonstances, dit-elle. Talia ne répondit pas. Martinez la conduisit à l'intérieur. L'intérieur du Benson était à moitié démoli, poutres apparentes, carrelage nu, outils éparpillés. Mais c'est le mur du fond qui l'arrêta net. Le plâtre était ouvert comme une plaie, révélant une cavité carrée désormais photographiée et emballée, un tablier blanc délavé, un ticket de commande, un badge de serveuse portant l'inscription Denise, une boîte en plastique scellée contenant ce qui ressemblait à des cheveux, et une petite breloque, l'autre moitié du collier en or que Talia avait porté toute sa vie. Elle le fixa, les mains tremblantes. « Pourquoi était-il dans le mur ?» demanda-t-elle d'une voix creuse. Martinez ne répondit pas tout de suite. « Nous enquêtons toujours. Mais le mur d'origine a été renforcé quelques semaines seulement après la disparition de votre mère. Aucun permis de construire n'a été déposé. Celui qui l'a installé là ne voulait pas qu'il soit découvert. » De retour chez elle ce soir-là, Talia était assise sur son canapé en silence, lumières éteintes. Son téléphone vibrait de messages qu'elle ignorait. Elle fixait une photo de sa mère, celle de son portefeuille. Denise y souriait, légèrement fatiguée, tenant un plateau de tasses à café au restaurant. Elle paraissait forte, fière, vivante. Il ne restait plus que des lambeaux de son tablier et une tache sur une plaque de plâtre. Les pensées de Talia se bousculaient. Pourquoi n'avait-il pas fouillé le bâtiment correctement? Pourquoi personne n'avait-il écouté sa grand-mère à l'époque? Qui avait les clés pour sceller un mur de l'intérieur? Elle commença à dresser une liste: Vernon Benson, le propriétaire, Roy Jenkins, le cuisinier, d'autres serveuses, le personnel de nuit, l'homme qui avait fait les rénovations en 1988. Quelqu'un savait. Quelqu'un l'avait aidé à se cacher. Et Talia en avait assez d'attendre des réponses. L'odeur à l'intérieur du restaurant n'avait pas changé. 2 jours plus tard, Talia revint pour une inspection officielle avec l'équipe médico-légale. Le bâtiment était toujours scellé, mais elle y fut autorisée, accompagnée de l'inspecteur Martinez et d'un expert en scène de crime. L'air était chargé d'une odeur âcre de poussière de plâtre, de graisse rance et d'une odeur plus difficile à décrire, du métal laissé trop longtemps sous la pluie. Martinez se tenait près du mur exposé, feuilletant un classeur de photos et de rapports sous un projecteur portatif. Il était recouvert de 4 couches de plaques de plâtre, expliqua-t-elle. Personne ne l'aurait trouvé sans avoir cherché. Talia fixait le trou. Il semblait presque chirurgical au carré, renforcé non pas l'œuvre de quelqu'un paniqué, mais de quelqu'un de méthodique, de quelqu'un qui avait du temps. Jusqu'où cela va-t-il? Demanda-t-elle. Martinez désigna l'isolation et le support en briques. Juste assez profond pour cacher un corps, si quelqu'un le voulait. Mais aucun reste humain n'a été retrouvé, seulement des artefacts. Talia ne bougea pas, mais pourquoi le sceller? Le technicien médico-légal à proximité intervint. Quand on cache quelque chose avec autant de précision, ce n'est pas seulement pour empêcher qu'il soit découvert. C'est pour l'effacer. Il lui montra une photo. L'image montrait l'arrière de la plaque de plâtre, encore à moitié fixée au cadre. Une écriture pâle, à peine visible malgré des décennies de saleté, avait été griffonnée au crayon, 3 mots, stand 7. Dites-le à Mara. La gorge de Talia se serra. Qui est Mara? Demanda-t-elle. Martinez tourna une page de ses notes. Mara Simons. Elle était serveuse de nuit, elle travaillait aux mêmes heures que ta mère. Elle a déménagé dans un autre état quelques années après la disparition de Denise. Nous essayons de la retrouver. Talia hocha lentement la tête. Tu crois que c'est ma mère qui a écrit ça? Martinez n'a pas répondu directement. C'est sa section. La cabine 7 était toujours sous sa responsabilité,
et nous savons qu'elle apportait généralement son propre bloc-notes. Nous comparons son écriture à ses dossiers. Thalia se passa la main dans les cheveux, les yeux fixés sur les mots. Booth 7. Dis-le à Mara. Pourquoi ma mère? Écrivez cela à l'intérieur d'un mur, à moins qu'elle ne sache qu'elle ne pourrait pas le dire à voix haute plus tard dans la journée. Thalia fit le tour du bâtiment seule. Elle en fit lentement le tour, s'arrêtant près de l'allée où les employés fumaient de l'herbe poussée entre les fissures du trottoir. La porte de la cuisine était cadenassée. On avait l'impression que l'endroit était isolé du monde, tel un mausolée. Elle essaya d'imaginer sa mère ce soir-là, Denise essuyant les tables, prenant les commandes de dernière minute, riant peut-être avec Mara du jukebox qui sautait sans cesse. Puis quelque chose changea. Elle essaya de s'y retrouver, minute par minute. Si Denise avait vu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir, l'aurait-elle dit à quelqu'un? Avait-elle été attirée dans l'arrière-salle, forcée à l'intérieur de ce mur? Ou avait-elle su qu'elle était en danger et avait-elle tenté de cacher un message avant de disparaître ce soir-là? Thalia fouilla dans les vieilles affaires de sa grand-mère. Elle avait conservé une boîte à chaussures contenant les effets personnels de Denise, des lettres, des bulletins de lycée, une serviette en papier griffonnée au nom de sa fille. Au fond de la boîte se trouvait une enveloppe marquée « Semaine de fin de cours de Benson ». À l'intérieur se trouvaient des emplois du temps manuscrits, les horaires de Denise étaient surlignés en jaune. À côté de son nom le 12 juillet, sous « Horaire de fin de cours », figurait un deuxième nom, Roy J. Jenkins, le cuisinier. Thalia se souvenait vaguement de lui, un homme imposant, à la peau d'écorce, toujours renfrogné derrière la friteuse. Elle se souvenait que sa mère l'avait un jour averti de ne pas s'approcher de la cuisine sans l'appeler. Thalia prit une photo du journal et l'envoya à Martinez. Le lendemain matin, Martinez a répondu avec un dossier, Jenkins est toujours en vie. Il vit maintenant à Joliet, à la retraite. Casier judiciaire pour conduite sous influence, un incident conjugal, mais jamais de peine. Thalia a immédiatement répondu, je veux le voir. Martinez organisa la visite. Ils partirent le lendemain après-midi pour un ranch délabré, près d'une clôture grillagée. Jenkins ouvrit la porte, vêtu d'une chemise de flanelle usée, le ventre qui tirait sur les boutons, le regard voilé par l'âge mais toujours vif. Il ne les invita pas à entrer. Il ne leur demanda pas pourquoi ils étaient venus. Il dit simplement, je me doutais bien que ce jour viendrait. Thalia resta silencieuse pendant que Martinez menait l'interrogatoire. Monsieur Jenkins, vous travailliez au Benson's Diner en 1988. Étiez-vous de service la nuit de la disparition de Denise Harper? Il hocha lentement la tête. Je l'étais. Tu as dit à l'époque qu'elle était partie plutôt qu'elle ne se sentait pas bien. Un autre hochement de tête. C'est ce qu'on m'a dit. Martinez haussa un sourcil. Par qui? Il hésita. Vernon. Vernon Benson. Thalia rompit le silence. Pourquoi Vernon vous a-t-il dit ça? Vous étiez tous les deux de service, vous auriez dû la voir partir. Roy la regarda, puis le sol. Elle n'est pas partie. Les mots restèrent là, comme un poids mort. Que veux-tu dire? Demanda Martinez. Roy déglutit difficilement. Je ne l'ai pas vue sortir. Aucun de nous ne l'a vue. Vernon m'a dit de dire qu'elle l'avait vue. La posture de Martinez changea. Et tu n'avais pas pensé à le dire à qui que ce soit avant. Le visage de Roy se tordit. Tu crois que j'avais le choix? Cet homme était le maître des lieux de l'immeuble, du pâté de maison. Il était impliqué avec les inspecteurs, les flics, tout le monde. Si tu le contredis, tu ne travailles plus. Il secoua la tête. J'ai dit à Mara que quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit de me taire ou de finir comme Denise. Thalia sentit sa poitrine se serrer. Finir comme ma mère, dit-elle d'une voix tremblante. Roy la regarda de nouveau, et pendant un instant, quelque chose transparut dans son regard, le regret ou la peur. Vernon a dit qu'elle avait trouvé quelque chose en bas. Qu'elle causait des problèmes. Qu'il fallait que ça cesse.
Dehors, Talia faisait les 100 pas à côté de la voiture, les poings serrés, l'esprit en ébullition. Aucun sous-sol n'était indiqué sur aucun plan, mais s'il y en avait un. Et qu'avait trouvé sa mère? Vernon Benson est mourant, a déclaré Martinez à Talia 2 jours plus tard, après avoir confirmé que l'ancien propriétaire du restaurant vivait désormais dans un établissement de soins privés du nord de Chicago. Insuffisance hépatique terminale, stade avancé de la maladie, mobilité réduite et visite encore plus limitée. Pendant des années, Vernon avait évité les interviews, la presse et toute allusion à la disparition de Denise Harper. Il avait pris une retraite riche après avoir vendu l'immeuble et plusieurs autres propriétés. Son nom avait quasiment disparu du quartier qu'il régnait autrefois. Mais Martinez a maintenant déclaré qu'il avait accepté de parler. Il ne veut pas s'exprimer publiquement, a-t-elle averti. Pas de déposition officielle, pas de presse. Mais si vous voulez des réponses, c'est le moment. Talia n'hésita pas. L'établissement était calme, stérile et humide, le genre d'endroit où tout sentait vaguement l'eau de javel et les légumes bouillis. Vernon était assis seul dans une pièce privée avec une fenêtre, une télévision clignotant silencieusement dans un coin et une rangée de cartes vierges alignées sur le rebord. Son visage s'était affaissé avec le temps, mais son regard était toujours vif, calculateur. Il sourit faiblement lorsqu'ils entrèrent. Talia Harper, dit-il, comme s'il saluait un ancien client. Talia ne s'assit pas. Tu te souviens de moi, demanda-t-elle. Comment ai-je pu oublier, dit-il. Tu dessinais sur des serviettes à la table numéro 2. Ta mère les accrochait près de la caisse. Il le dit comme un compliment, comme s'il s'attendait à ce qu'elle apprécie ce souvenir. Talia s'approcha, la mâchoire serrée. Qu'est-ce que tu lui as fait? Vernon ne broncha pas, rien. Elle est partie ou non? Elle n'est pas partie, dit Talia plus fort. Elle n'a pas pointé. Elle n'a pas pris son sac à main. Elle n'a pas pris ses clés. On l'a retrouvée dans tes murs, Vernon, son tablier, ses cheveux, son badge, 25 ans plus tard. Son visage se crispa légèrement, entre déni et calcul. Martinez resta silencieux dans un coin, observant. La voix de Vernon baissa. Tu veux que j'avoue, mais il n'y a rien à avouer. On m'a dit qu'elle avait démissionné. Elle n'est pas venue. Je n'ai pas remis ça en question. Qui t'a dit ça? Demanda Talia. Il marqua une pause. Roy. Talia ne répondit pas. Martinez, lui, si. Roy a dit que tu lui avais dit que Denise était partie, qu'elle avait vu quelque chose, qu'il fallait l'arrêter. Vernon eut un petit rire amer. Ce vieux lâche dirait n'importe quoi pour garder son nom propre. Il n'a pas vu ce qu'elle a vu. Le cœur de Talia battait fort. Qu'a-t-elle vu? Les lèvres de Vernon s'entr'ouvrirent légèrement. Elle n'était plus seulement une serveuse, plus maintenant. Elle posait des questions sur moi, sur les inspecteurs que je payais, sur les filles que j'embauchais au noir. Elle pensait qu'elle allait devenir une héroïne. Et tu l'as fait disparaître, dit Talia d'un ton neutre. Son visage se durcit. Je n'ai pas touché ta mère, dit-il d'une voix froide. Mais je savais que ça finirait mal. Voilà l'aveu tacite. Il ne l'avait peut-être pas tué lui-même, mais il avait assisté à la scène, l'avait laissé se produire, avait laissé quelqu'un d'autre la tuer. Qui a fait ça? Demanda Talia. Vernon regarda par la fenêtre. Si tu penses que cette ville est propre, tu n'es pas d'ici. Tout le monde a une pelle. Tout le monde finit par enterrer quelque chose. Martinez s'avança. Avez-vous scellé le mur? Vernon ne répondit pas, mais il sourit un petit sourire amer, celui qui leur disait ce qu'ils avaient besoin de savoir. Talia le fixa, la bile lui montant à la gorge. Tu l'as enterré comme un déchet, et tu n'arrives même pas à prononcer son nom. Il ne la regarda pas. Elle se retourna et sortit. Dehors, elle s'arrêta pour respirer. L'air lui semblait plus lourd de tout ce qu'elle ne pouvait dire dans cette pièce. Martinez est sorti derrière elle. Ce n'est pas un aveu qu'on peut utiliser au tribunal, a-t-elle dit, mais c'est suffisant. Assez pourquoi? Demanda Talia.
Il va mourir dans ce lit. Nous ouvrons une enquête officielle, a déclaré Martinez. La déclaration de Royer, les preuves du mur, les dérobades de Vernon, tout cela s'accumule. On est proche. Talia secoua la tête. Être proche ne la ramène pas. Non, a acquiescé Martinez, mais ça l'a fait sortir du mur. Ça l'a fait entrer dans le dossier. Ça dit la vérité. Ce soir-là, Talia se rendit au box 7. Le restaurant était encore fermé, mais Martinez l'avait laissé entrer en privé. Le box avait été partiellement démonté lors des rénovations, mais la structure d'origine était encore visible, du vinyle rouge délavé, un plateau rayé, une plaque numérotée déformée clouée dans un coin. Talia était assise à la même place que sa mère avait côtoyé des centaines de fois. Elle observait le fantôme du restaurant, chaises vides, poutres apparentes, poussière dans les coins comme des toiles d'araignée prêtes à raconter leur histoire. Elle sortit son téléphone et fixa la seule photo qu'elle avait de sa mère en uniforme. Denise se tenait derrière le comptoir, une main sur la hanche, un sourire doux mais las. Voilà qui elle était, pas une victime, pas un simple nom dans un dossier. C'était une femme qui s'est battue jusqu'au bout, une femme qui a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, qui a essayé de faire ce qui était juste, qui a écrit un message derrière un mur parce qu'elle savait qu'on allait la réduire au silence. Et maintenant, 25 ans plus tard, elle était enfin entendue. Le lendemain matin, Martinez a appelé. On a trouvé Mara, a-t-elle dit. Elle est dans l'Indiana. Elle a accepté de nous rencontrer. Talia regardait par la fenêtre, les yeux rivés sur le soleil matinal qui perçait à travers les bâtiments. Allons-y, dit-elle. Les plans ne mentent pas, fut la première chose que Martinez dit en les étalant sur la table du commissariat. C'étaient des photocopies granuleuses, dessinées il y a des décennies par une entreprise de construction aujourd'hui disparue, mais les lignes étaient claires. Il est censé y avoir un débarras derrière la cuisine, dit Martinez en désignant le plan avec un stylo. Mais lors de la démolition, il ne restait qu'un mur vide. Talia se pencha. Tu dis que la pièce a disparu? Je dis, répondit Martinez, que le bâtiment a été modifié pour l'effacer. La découverte a eu lieu après qu'ils ont visité le bureau de zonage de la ville et ont extrait des dossiers liés au Benson S. Diner entre 1985 et 1990. Parmi les permis, les plus courants et les plus banals, il y en avait un intitulé « Renforcement des murs intérieurs », déposé sous un nom différent, Cafax Venture LLC. C'est la holding de Vernon, a déclaré Martinez. Il l'a utilisé pour acheter des biens immobiliers anonymement. Le permis était vague, pas de croquis, pas d'entrepreneur désigné, juste un ordre de travaux et la signature d'un inspecteur dont la signature était illisible. Talia fixa la forme, la colère montant dans sa poitrine. Alors ils l'ont laissé se cacher dans une pièce? Soit il ne savait pas, a déclaré Martinez, soit il s'en fichait. La chronologie était accablante. 12 juillet 1988, Denise disparaît. 24 juillet, permis approuvé. 1er août, travaux terminés. 3 août, clôture de l'inspection. La pièce avait été scellée au pas enlevé, pas démolie mais dissimulée. Martinez a appelé l'équipe de démolition l'après-midi même. 3 heures plus tard, Talia se tenait dans les ruines du vieux restaurant, vêtue d'un gilet de chantier et d'un masque, tandis que les ouvriers s'enfonçaient au marteau-piqueur dans le mur derrière le congélateur chambre arrière de la cuisine. La poussière emplissait l'air tandis que le plâtre et l'isolant vieilli se répandaient dans l'espace ouvert. L'équipe avançait prudemment, suivant la consigne de Martinez de ne rien déranger une fois la porte ouverte. Vers 20 heures, un bruit sourd et creux, suivi du craquement caractéristique du bois pourri, retentit. Ils manipulèrent leurs outils et percèrent prudemment la brèche. Un souffle d'air vicié s'échappa de l'ouverture. À l'intérieur se trouvait une pièce sombre et étroite pas plus de 3 mètres de long sur 1,80 m de large, sans fenêtre, sans ventilation. Un sol en béton recouvert de carrelage écaillé, avec une canalisation rouillée au centre. Talia sentit son souffle quitter ses poumons. Ce n'était pas un local de stockage, mais une cellule de confinement.
Ils attendirent les conclusions de l'expertise médico-légale avant de pénétrer à l'intérieur. À première vue, pas de lumière, pas de mobilier, mais contre le mur du fond, près du sol, se trouvait une ligne de rayures sur le carrelage de légères marques de clous parallèles, comme celles des doigts. Thalia recula. Scannez tout, lampe UV, écouvillon de résidus, tout ce que vous voulez, ordonna Martinez. Un technicien arriva avec une lampe UV portative et balaya le sol. Il s'illumina immédiatement, des taches brillantes et incandescentes apparurent autour de la canalisation et sur les plinthes. Du sang, dit-il doucement. Du sang, mais beaucoup. Ils travaillèrent en silence pendant près d'une heure. Près du mur du fond, un expert judiciaire trouva un morceau de tissu coincé dans un interstice du carrelage. Lorsqu'ils le dégagèrent, le silence retomba dans la pièce. C'était un morceau de tissu bleu clair, bordé d'un léger passepoil blanc, l'uniforme de Denise. Les résultats du laboratoire sont arrivés 2 jours plus tard. Le sang sur le sol correspondait à l'ADN de Denise Harper, tout comme les cellules cutanées trouvées sous une fissure de la plainte. Le tissu portait des traces de cheveux identiques à l'échantillon trouvé dans le mur. Il n'y avait plus aucun doute. Denise n'avait pas simplement disparu, elle avait été amenée dans cette pièce, elle avait saigné dans cette pièce, et quelqu'un, probablement plusieurs personnes, se tenaient au-dessus d'elle au moment des faits. Thalia n'a pas pleuré en entendant le rapport. Elle n'a pas crié. Elle est restée assise, immobile, les mains jointes, comme pour se protéger de la vague de vérité qu'elle avait toujours redoutée et qu'elle savait déjà imminente. Elle était vivante là-dedans, dit-elle d'une voix creuse. Martinez ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Ce soir-là, Thalia était assise par terre dans sa chambre, les 2 plans devant elle, l'original et celui soumis après 1988. Sur le nouveau plan, la buanderie n'existait pas. Ils avaient redessiné l'histoire, non pas avec des mensonges, mais avec de la paperasse. C'est ce qui la frappa le plus, sa mère avait été assassinée non seulement avec violence, mais aussi dans le silence par la bureaucratie, par l'indifférence. Maya Stokes a travaillé brièvement au restaurant en 1987 et a démissionné subitement, sans adresse de réexpédition. Thalia a demandé, nous avons interrogé sa famille. Il s'est avéré qu'elle avait accusé Roy Jenkins de harcèlement, mais sa plainte n'a jamais été déposée. Vernon l'a convaincue de prendre de l'argent liquide et de partir. Elle a pris peur et a quitté la ville. Pourquoi personne n'a enquêté sur cette affaire avant? Martinez semblait fatigué. Maya n'était pas considérée comme importante, juste une serveuse noire comme les autres dans un quartier difficile. Thalia hocha lentement la tête. C'était le fil conducteur, non seulement qui avait tué Denise, mais pourquoi il avait été si facile de la laisser disparaître à cause de son lieu de travail, de qui elle était, de qui elle n'était pas. Une semaine plus tard, Thalia demanda une dernière fois l'accès à la scène du crime. Elle retourna seule dans la pièce secrète, toucha le mur où se trouvaient les égratignures et imagina sa mère piégée, saignant, se battant. Malgré l'horreur, elle laissait une trace, le mur, le mot, la cabine, le pendentif, chacun un acte de défi. Denise Harper avait refusé de partir sans bruit. Thalia s'accroupit par terre et déposa un lys jaune près de la bonde. Tu as fait en sorte qu'ils ne t'oublient pas, murmura-t-elle, et maintenant, ils ne t'oublieront plus. Roy Jenkins ouvrit la porte plus lentement cette fois. Il portait la même chemise de flanelle tachée et affichait une patience à fleur de peau comme quelqu'un qui s'attendait à ce qu'on frappe à la porte mais espérait qu'on ne frappe pas. Son regard passa de Thalia à l'inspecteur Martinez avant de reculer sans un mot. À l'intérieur de sa maison, le salon empestait la vieille fumée et les conserves. Un ventilateur ronronnait bruyamment dans un coin, parvenant à peine à calmer la chaleur de juillet. Un fauteuil inclinable usé s'affaissait au centre, de ceux dans lesquels on pourrait se fondre. Martinez est allé droit au but. On a trouvé la pièce, Roy, celle derrière le mur. Il s'assit lentement en faisant craquer ses articulations. Alors tu en sais plus que je ne l'ai jamais dit à voix haute. Thalia se tenait près de la porte, les mains serrées, le cœur battant. Martinez ouvrit un dossier. Le siphon contenait le sang de Denise Harper. Son ADN sous la plainte.
Son uniforme. Et nous savons maintenant qu'elle devait conclure avec vous. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé. Roy se frotta le visage. Je ne l'ai pas tué, murmura-t-il. Mais tu étais là, dit Talia. Sa mâchoire se serra. Je revenais d'une pause cigarette et Vernon l'avait assise au fond. Elle pleurait, je l'entendais à travers le mur. Elle hurlait quelque chose comme quoi il fallait appeler les services de santé pour le congélateur du sous-sol. Je ne l'avais jamais vue aussi énervée. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée, insista T.L. Il leva les yeux vers elle et, pour la première fois en 25 ans, il n'y eut aucune esquive. Parce que j'étais un lâche. Parce que Vernon signait mes chèques. Parce que je pensais que si je détournais le regard, ça ne me collerait pas. Martinez ne sourcilla pas, tu l'as aidé à sceller la pièce. Il hésita. J'ai tenu la cloison sèche pendant qu'il la clouait. C'est ça, s'exclama Talia. C'est comme ça que tu as aidé à l'enterrer. Ils restèrent silencieux un instant. Talia s'approcha. Tu savais qu'elle était morte, et tu as contribué à le cacher. Tu as vu ma mère, une femme avec qui tu travaillais et riais, disparaître derrière un mur comme si de rien n'était. La voix de Roy se brisa. Elle n'était pas une petite bête. Elle était plus intelligente que lui. C'est pour ça qu'il la détestait. Elle savait d'où venaient les rats, pas seulement dans la cuisine, mais dans l'entreprise, la trésorerie, les inspections corrompues. Elle a dit qu'elle allait tout faire exploser, alors il l'a tuée. Je crois qu'il a craqué, dit Roy. Il avait un déclic, calme une seconde, fou la suivante. J'ai entendu le cri. Je ne savais pas quoi faire. Tu t'es éloigné. Je ne voulais pas mourir moi aussi. Martinez s'avança. Vous avez dit lors de notre dernière visite que vous aviez dit à Mara que quelque chose n'allait pas. Qu'avez-vous dit exactement? Roy expira lentement. Je lui ai dit que je pensais que Vernon avait fait quelque chose. Je ne lui ai pas tout dit, juste assez pour l'effrayer. Est-ce qu'elle a vu Denise cette nuit-là? Il secoua la tête. Elle était déjà rentrée tôt. Son enfant était malade. Denise s'occupait des deux sections. Martinez hocha la tête. On a parlé à Mara. Elle a dit que tu étais venu la voir le lendemain, en sueur, bavard, et que tu lui avais dit de ne pas poser de questions. Roy fixait le sol. Parce que je savais que Vernon ne s'arrêterait pas. Martinez prit une inspiration. Roy, obstruction à la justice, complicité d'homicide. C'est ce que tu regardes de haut. J'ai 73 ans, dit-il. Qu'est-ce que tu vas faire? Me traîner en prison avec un déambulateur? La voix de Talia était ferme. Si ça réhabilite ma mère, oui, je le ferai. Plus tard dans la soirée, Martinez déposa les documents nécessaires à l'ouverture d'une procédure judiciaire contre Roy Jenkins, obstruction, destruction de preuves et complicité après les faits. Il ne serait pas inculpé de meurtre, il n'existait aucune preuve formelle qu'il avait mis la main sur Denise, mais la justice était enfin intervenue, et Talia comptait bien aller jusqu'au bout. Elle passa la journée suivante à fouiller les cartons du grenier de sa grand-mère, des bloc-notes poussiéreux, des coupures de presse, et même de vieilles cassettes de messages vocaux des années 1990. L'une d'elles, étiquetée « Juillet 1988 tiens-toi bien à ça », attira son attention. Elle y trouva un vieux lecteur portable et l'activa. Le son était faible, mais une voix, celle de Denise, grésillait à travers le sifflement. « Maman, il y a quelque chose qui cloche. Je crois que Vernon cuisine bien plus que de la nourriture, là-bas. Il y a un congélateur sous le plancher. Je l'ai vu en sortir quelque chose qu'il n'était pas censé avoir. S'il m'arrive quelque chose, dis à Talia que je l'aime. » Talia laissa tomber l'appareil un instant, incapable de respirer. Ce n'était pas seulement un message, c'était un avertissement, une vérité absolue. Il allait maintenant être versé au dossier comme preuve. Martinez fut stupéfaite en écoutant l'enregistrement. Nous allons le faire numériser. L'horodatage correspond. Si c'est recevable, cela pourrait changer la perception que l'État a du rôle de Vernon,
même à titre posthume. Est-ce que cela peut changer la façon dont les gens se souviennent d'elle? Demanda Talia. Martinez la regarda. C'est à toi de voir. 3 jours plus tard, Talia se tenait à nouveau devant le Benson's dîner, observant les promoteurs démanteler entièrement la façade. Le restaurant deviendrait une coquille vide, un nouveau café s'élèverait à sa place. Peu lui importait. Elle était là pour terminer ce que sa mère avait commencé. Elle s'est approchée de la clôture, a enfilé des gants et a attaché quelque chose au fil métallique, l'étiquette originale de sa mère, celle récupérée sur le mur, maintenant plastifiée, scellée et portant une note manuscrite. J'ai été enlevé. Je m'appelais Denise. On se souvient d'elle. Cette nuit-là, la nouvelle de l'arrestation de Roy Jenkins éclata. Pour la première fois depuis des décennies, le nom de Denise Harper devint une tendance en ligne non pas comme une statistique, ni comme une affaire classée, mais comme une femme qui avait osé dire la vérité et qui avait été réduite au silence pour cela. Elle s'appelait Mara Simmons. Elle avait 24 ans lorsque Denise Harper a disparu ou une mère célibataire qui travaillait 2 fois par jour pour payer son loyer et inscrire son fils à la garderie. Elle n'était pas aussi audacieuse que Denise, elle ne s'opposait pas à la direction, ne posait pas de questions. Elle souriait, gardait la tête basse et faisait son travail. Pendant 25 ans, elle a vécu avec la culpabilité de ce qu'elle n'avait pas dit. Lorsque l'inspecteur Martinez et Talia arrivèrent à son appartement de Hammond, dans l'Indiana, Mara n'ouvrit pas la porte immédiatement. Il fallut 2 coups et un murmure, « On ne veut pas vous faire de mal ». Avant que la porte ne grince, elle paraissait plus âgée que ses 50 ans. Son regard était fatigué, sa voix prudente, comme quelqu'un qui retient son souffle devant des gens portant des badges. Mais lorsqu'elle vit Talia, quelque chose changea. « Tu lui ressembles », murmura-t-elle. « Ta mère. » Ils étaient assis dans la cuisine. La table était encombrée de courriers non ouverts et d'un paquet de crackers à moitié mangés. Mara se servit un verre d'eau, mais ne le but pas. Martinez en vint au fait. « Mara, tu as travaillé chez Benson en juillet 1988. Tu étais prévue la semaine où Denise Harper a disparu. » Elle hocha la tête. « Je suis partie tôt ce soir-là. Mon fils avait de la fièvre. Vernon m'a laissé partir après l'heure de pointe du dîner. »« As-tu revu Denise après ça ?» demanda Martinez. « Non, » répondit Mara. « Mais j'ai reçu un appel de Roy le lendemain matin. » Talia se pencha. « Qu'a-t-il dit ?» Mara hésita. On aurait dit qu'il était sous l'emprise d'une drogue. Il a dit que Denise n'avait jamais pointé, qu'elle faisait du bruit, qu'il avait entendu Vernon crier. « Tu l'as dit à quelqu'un ?» Mara secoua la tête. « J'en avais envie, mais j'avais peur. Vernon, il avait du pouvoir. Ce n'était pas qu'un simple habitué des restaurants. Il payait des flics, des inspecteurs en bâtiment, et même un pasteur du quartier. Ceux qui le trahissaient ne restaient pas longtemps à Chicago. Certains n'y survivaient pas. » La voix de Talia se brisa. « Tu aurais pu arrêter ça. »« Je sais, » dit Mara d'une voix à peine audible. « J'y pense tous les jours depuis. » Martinez sortit une photo, le plan original du restaurant, avec la pièce cachée marquée à l'encre rouge. « Nous avons trouvé cette pièce il y a 2 semaines, scellée derrière la cuisine. Denise était là, sang, uniforme, ADN. Elle n'est pas partie comme Vernon vous l'a dit. Elle était enterrée à l'intérieur du bâtiment. » La main de Mara tremblait. « Je me suis toujours demandé pourquoi la disposition de la cuisine avait changé. Un jour, le placard à provisions était là, la semaine suivante, il ne l'était plus. J'ai posé la question une fois. Vernon m'a dit que je me souvenais mal, que j'étais trop fatigué pour réfléchir correctement et je l'ai cru. » Les poings de Talia se serrèrent. « Tu l'as laissé manipuler toute la ville. »« Je sais, » murmura Mara. Martinez s'adoucit. « Pourquoi maintenant ?» Mara regarda Talia. « Parce que j'ai vu ta mère se battre. Je l'ai vu tout risquer, et je ne pouvais même pas dire la vérité. Mais maintenant, je ne peux plus continuer à la porter.
Elle sortit un petit journal poussiéreux d'un tiroir. C'est le mien, dit-elle, de cet été-là. J'écrivais en rentrant à la maison après mes heures de travail. Pas toujours, juste quand quelque chose clochait. Martinez feuilleta les pages. Vers le milieu, daté du 10 juillet 1988, se trouvait une inscription écrite d'une plume tremblante. Denise pense avoir trouvé quelque chose au sous-sol. Elle refuse de me dire quoi, elle dit juste qu'elle ne se tait plus. Je lui ai dit de faire attention, rit Mara, mais ses yeux étaient humides. Je crois qu'elle avait peur. Les yeux de Martinez s'écarquillèrent. Tu savais qu'il y avait un sous-sol? Mara parut perplexe. Il n'y en avait pas, sur aucun plan. Mais Denise a dit avoir vu Vernon descendre quelque chose par une trappe du poste de préparation. J'ai cru qu'elle plaisantait. Talia parla lentement, elle ne l'était pas. Ce soir-là, de retour au commissariat, Talia était assise avec Martinez et l'équipe médico-légale tandis qu'ils remontaient les photos de la rénovation. Sur l'une d'elles, partiellement masquée par un carrelage fissuré près de la ligne de préparation, on pouvait apercevoir ce qui semblait être une charnière en fer. Martinez se figea. Mon Dieu! Ce n'est dans aucun rapport. Ils retournèrent sur le chantier le lendemain matin. L'équipe de construction enleva les tuiles et dégagea le revêtement de béton en dessous. Cela prit 2 heures, mais le bruit du métal heurtant le métal finit par résonner sous le ciseau. Ils trouvèrent la solution, une trappe scellée par 3 boulons rouillés. Lorsqu'ils l'ouvrirent, une odeur monta instantanément, humidité, moisissure, pourriture. L'escalier en contrebas menait à un vide sanitaire d'environ 2 mètres de large sur 2,50 mètres de long, à peine assez haut pour s'y accroupir. L'eau s'accumulait dans un coin, et au centre, à moitié enfoui sous la terre et la poussière de ciment, se trouvait un congélateur coffre en métal. Ils ne l'ont pas ouvert tout de suite. Martinez a demandé le protocole de sécurité et un médecin légiste en alerte. L'air était vicié, toxique. Les preuves devaient être préservées. Chaque centimètre carré a été scanné, photographié et prélevé. Lorsque le couvercle fut enfin soulevé, Talia se détourna. À l'intérieur se trouvaient des morceaux d'uniforme déchirés, une paire de chaussures blanches de serveuse et un objet qui glaça la pièce, une serviette en tissu roulé contenant ce que les médecins légistes confirmèrent plus tard être 2 dents humaines. L'une était plombée en or, l'autre était cassée en 2. Les 2 correspondaient au dossier dentaire de Denise Harper. Elle n'avait pas seulement été battue, elle avait été cachée, effacée, démembrée en morceaux et dispersée entre les murs et les vides sanitaires. De retour à la gare, Talia resta assise en silence tandis que le poids se retirait. Je n'allais pas survivre à cette nuit-là, dit-elle finalement. Et pourtant, elle a essayé de laisser une trace. Martinez hocha la tête. Elle a écrit, dit à Mara qu'elle avait confiance en elle pour une raison, elle pensait que quelqu'un viendrait. Mais personne ne l'a fait, dit Talia. Jusqu'à maintenant. La déclaration de Mara, le journal et le congélateur caché ont été les derniers clous au pilori de l'affaire. Cela a confirmé ce qu'il soupçonnait sans pouvoir le prouver. Vernon avait construit un tombeau, Roy avait contribué à le sceller, et Mara avait enterré la vérité par son silence. Désormais, tous les 3 seront nommés dans le rapport final, participants, témoins et, dans le cas de Vernon, auteur présumé d'homicide même si la mort l'a épargné avant le procès. Mais il ne s'agit pas seulement d'accusations. Pour la première fois en 25 ans, Denise Harper n'était pas seulement portée disparue, elle avait été assassinée, dissimulée, combattue et enfin retrouvée. L'équipe pensait que l'affaire était close, Roy Jenkins était en état d'arrestation, Vernon Benson était nommé à titre posthume dans le dossier d'homicide rouvert et la dépouille de Denise était enfin attestée par les preuves médico-légales. La ville considérait l'affaire comme close. Mais les murs gardent des secrets, surtout ceux derrière lesquels personne ne pense à regarder. La découverte finale ne fut pas l'œuvre d'un détective, d'un analyste judiciaire ni même de Talia, mais d'un plombier. Un entrepreneur municipal, Jeff Nunes, inspectait le tracé de la conduite d'eau du restaurant. Le site avait été dégagé, mais les services publics devaient encore vérifier la stabilité avant que le bâtiment puisse être réaffecté.
Alors qu'il rampait sous un panneau latéral près de l'ancien poste d'hôtesse, Jeff entendit un étrange écho en tapotant le long de la plainte intérieure. Il fit levier sur le panneau, une lampe de poche dans la bouche. Il s'ouvrit plus facilement que prévu, une fausse poche. À l'intérieur, une pochette en tissu, décolorée et cassante par le temps, était délibérément dissimulée. Il l'a signalé immédiatement. L'inspecteur Martinez a rencontré Talia devant le commissariat quelques heures plus tard. « Il y a quelque chose que vous devriez voir », a-t-elle dit. Ils l'étalèrent soigneusement sur la table d'épreuve. La pochette en tissu contenait deux choses, une photo en noir et blanc, prise avec un appareil jetable, montrant Denise en uniforme, mais pas celle que Talia connaissait depuis toujours. Celle-ci montrait Denise debout à côté de quelqu'un d'autre, un jeune homme blanc en tenue de cuisine, le visage à moitié tourné et l'air renfrogné. Au fond, on pouvait lire « Il surveille tout ». Une note pliée de la main de Denise, sur le papier jaune de la commande du restaurant, disait « Si je disparais, ne les croyez pas. Je n'ai pas fui, je n'ai pas abandonné. J'ai trouvé quelque chose que je n'étais pas censé trouver, et ils savent que le stand c'était le seul endroit sur qui reste. Je lui laisse l'autre moitié du collier. S'il vous plaît, ne les laissez pas m'effacer. » Talia se figea. Le collier, elle s'en souvenait maintenant, celui qu'elle portait enfant, un pendentif en or avec un demi-cercle manquant, hérité de sa grand-mère qui avait insisté pour le garder près d'elle. Elle n'avait jamais compris pourquoi, mais maintenant, en relisant le mot, elle comprit, sa grand-mère savait. Denise avait dû diviser le collier, en donnant la moitié à sa fille et en cachant l'autre, espérant qu'un jour il serait à nouveau assorti. Martinez expira lentement. Elle a laissé des miettes de pain, même quand elle savait que personne ne l'écoutait. Les yeux de Talia se remplirent de larmes. Elle savait que quelqu'un viendrait. La photographie a été analysée par reconnaissance faciale. L'homme a été identifié comme étant Sean Dillard, âgé de 19 ans en 1988, embauché au noir par Vernon pour la préparation de nuit. Il n'avait jamais été interrogé ni interviewé. Il avait déménagé en Floride dans les années 90 et était décédé dans un accident de bateau en 2002. Pas de justice, juste un fil conducteur en suspens. Mais ce mot a tout changé non pas juridiquement, mais émotionnellement. C'était la voix de Denise, non filtrée par Roy, non paraphrasée par Marat, non reprise dans les rapports, juste son refus courageux et clair de disparaître. Ce soir-là, Talia était assise dans son appartement, le mot sur les genoux. Elle ne parlait pas et ne pleurait pas, elle écoutait simplement, dans le silence, le son de sa mère enfin entendu. Abandonnée, ces rumeurs circulaient, la tête secouée. Elle pensait au professeur qui disait, eh bien, certains parents partent, tout simplement, aux assistantes sociales qui employaient le mot « fugue », aux voisins qui souriaient poliment sans poser de questions. Et maintenant, sa mère n'était pas seulement retrouvée, elle avait parlé, et le monde l'écouterait. Le lendemain matin, Talia prit une décision. Elle appela une journaliste locale qui l'avait contactée pendant l'enquête, une jeune femme noire nommée Camille, qui couvrait discrètement des affaires non résolues dans le sud de la ville depuis des années. « Je veux raconter son histoire », dit Talia. Toute son histoire. En moins d'une semaine, l'article était publié. Le titre était « Elle n'a pas fui, le meurtre de Denise Harper et le combat pour qu'on se souvienne de lui ». Il s'est rapidement propagé, réseaux sociaux, podcasts de faits divers, radio matinale. Les gens ont vu les photos, lu le message, entendu le nom de Denise Harper prononcé non pas avec pitié, mais avec respect. Pour la première fois, le monde la voyait non pas comme une victime, mais comme une voix, une femme qui a tout risqué, une mère qui n'a jamais abandonné, une battante qui a caché des indices derrière des murs pour que le silence ne dure pas éternellement. Ce week-end-là, Talia se tenait devant ce qui restait du restaurant. La démolition était presque terminée, les murs qui avaient caché le pire de l'humanité étaient enfin réduits en poussière. Elle franchit le ruban adhésif, se dirigea vers l'emplacement de la cabine 7 et déposa les deux moitiés du collier dans une petite boîte en verre. Elle l'enterra sous terre, juste au-dessus de l'ancien sol une tombe privée, un message scellé par le temps. Elle murmura, « Tu avais raison, maman. Ils ne t'ont pas effacé.
Nous t'avons retrouvé. Le titre disait « Justice rendue ». Mais Thalia savait que ce n'était pas le cas. La justice ne se résume pas à une fin parfaite, elle se résume à des bribes, un nom prononcé à voix haute, un dossier rouvert, un mur abattu. Parfois, elle arrive bien trop tard pour celui qui la méritait le plus, mais elle arrive quand même. Et maintenant, après 25 ans, la vérité sur Denise Harper n'était plus enfouie sous le plâtre et le carrelage. Elle était au grand jour, indéniable, permanente, et la sienne. La cause officielle du décès était un homicide par traumatisme contondant avec dissimulation. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer la date exacte, les décennies avaient trop effacé, mais les preuves étaient suffisamment concluantes. Denise avait été violemment agressée, probablement par Vernon Benson, avec l'aide de Roy Jenkins. Roy a été condamné à l'issue d'un accord de plaidoyer, il a évité la prison, mais a été assigné à résidence et publiquement désigné comme complice. Ce n'était pas suffisant, pas vraiment, mais c'était déjà quelque chose. C'était une tache sur un casier judiciaire resté trop longtemps vierge. Marla Simons a témoigné lors de l'audience finale. Debout devant la salle, les mains tremblantes, la voix ténue, elle a raconté l'histoire qu'elle aurait dû raconter il y a des décennies. Une fois assise, elle a pleuré à chaudes larmes, non pas pour obtenir le pardon, mais pour être libérée. Après l'audience, elle a serré Thalia dans ses bras. « Je suis désolée », a-t-elle dit. « Je suis tellement désolée. » Thalia n'a pas prononcé de mots, juste un long regard fixe, qui disait « Tu devrais l'être, mais je t'ai entendu. » Le restaurant a été entièrement démoli au début de l'automne. L'espace allait être transformé en jardin communautaire, une décision prise après la diffusion de l'affaire en ligne et l'afflux de dons. Camille, la journaliste qui a couvert l'affaire, a lancé un fonds appelé « Le Jardin de Denise », destiné à honorer les femmes disparues, ignorées, jamais retrouvées. Thalia a donné sa bénédiction et, fin octobre, dès le premier labourage, elle était là, debout près d'une petite plaque de bronze sur laquelle était inscrit « Denise Harper. 1962-1988. » Elle n'a pas disparu, elle a été enterrée. Nous nous souvenons. Nous parlons. Nous combattons. Thalia ne pleura pas ce jour-là, elle n'en avait pas besoin. Elle avait suffisamment pleuré en secret, en silence, au fil des ans. Ce jour-là n'était pas fait pour pleurer, c'était pour grandir, pour que de nouvelles choses naissent là où le déni avait autrefois vécu. Ce soir-là, Thalia traversa l'ancien quartier de sa mère. Beaucoup de choses avaient changé, les commerces de proximité avaient été remplacés, les trottoirs repavés, les noms oubliés. Mais l'essentiel était resté. La ville avait cette façon de tenir bon, même lorsqu'elle tentait de lâcher prise. Elle passa devant l'école primaire où sa mère l'accompagnait autrefois, l'église où sa grand-mère murmurait des prières, la fresque murale du centre de loisirs où le visage souriant de Denise était désormais représenté parmi une foule de personnalités locales. C'était la première fois que Thalia réalisait que l'histoire de sa mère ne s'était pas terminée au restaurant, elle avait commencé là. Mais la véritable histoire était celle qui suivait, le choix de creuser, de parler, de révéler, de s'assurer que le silence ne triomphe jamais. Un mois plus tard, Thalia fut invitée à prendre la parole lors d'une cérémonie municipale en mémoire des femmes disparues. Elle se tenait derrière l'estrade, les mains agrippées au bord. Lorsque le silence revint dans la salle, elle déclara « Ma mère n'a pas disparu. Elle a été enlevée. » Et pendant des années, le monde l'a laissée disparaître en silence, non pas par indifférence, mais par manque d'écoute. Nous devons faire mieux. Nous devons écouter dès la première fois, pas seulement lorsque les ossements apparaissent, pas seulement lorsque les caméras de télévision arrivent. La vérité ne périme pas, elle ne se refroidit pas, elle attend. Et lorsqu'on l'entend enfin, elle brûle. Elle est descendue sous les applaudissements pas tonitruants, mais respectueux, solides, réels comme sa mère. Ce soir-là, de retour chez elle, Thalia ouvrit une petite boîte à souvenirs vitrée. À l'intérieur, les deux moitiés du collier en or étaient réunies. Elle les passa autour de son cou pour la première fois de sa vie. Le cercle était bouclé. Denise Harper n'était pas une fugueuse, elle n'était pas une statistique, elle était une fille, une mère,
une femme qui se levait au lieu de s'asseoir. Et lorsque le monde lui tourna le dos, elle ne s'en alla pas en silence. Elle laissa des messages, elle gravait des avertissements, elle écrivit sur les murs, car elle savait une chose, la vérité peut être enterrée, mais elle ne meurt jamais. Et quand les murs tomberont enfin, elle parlera.